Bienvenue aux 19h sur la RTNC2 Développement. L'étape actuelle pour le gouvernement souminois consiste à son investiture après approbation de son programme d'action par l'Assemblée nationale, quid sur l'ossature que compose cette équipe gouvernementale que nous propose Axel Kayongo. Les résultats valent mieux que les compétences ou les profils de ministres, des critères qui se sont imposés dans l'opinion nationale compte tenu du retard et de l'étendue du défi que doit relever le gouvernement souminois Tuluka. Avec un total de 55 membres, dont 19 femmes, ce cabinet marque une réduction de 6,7% par rapport à son prédécesseur qui comptait 57 membres. Parmi les changements notables, les ministres des Affaires étrangères Christophe Lutundula et les trois Kazadi, à savoir Peter, Nicolas et Tony Mwaba, quittent le gouvernement et sont remplacés par Thérèse Kaikwamba ou Wagner, désormais en charge de la diplomatie, Jacquemin Chabani à l'intérieur et la sécurité, Doudou Fouamba aux finances et Raïssa Malou à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Parmi les nouveaux entrants, Guylaine Nyembo quitte le cabinet du chef de l'État pour vice-primature au plan, Daniel Moukoko Samba à l'économie nationale pour remplacer Vital Kamere, président de l'Assemblée nationale. L'opposant Constant Moutamba prend le règne de la justice, symbole de la jeunesse qui garde les sceaux avec une carrière d'avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Masculinité positive oblige, le chef de l'État n'a pas brisé la règle avec la nomination de Noëlla Aeganagato aux commandes de la jeunesse congolaise, Madame Safi Sombo à l'enseignement supérieur et universitaire, Madame Liolande Elébé à la culture et art, ainsi que Madame Léonie Kandolo Omoi au genre, famille et enfin Madame Chantal Chambou Mwamvita aux droits humains. Et parmi les permutations, Jean-Pierre Bemba cède le fauteuil de la défense nationale à Guy Kabongo Mwadiamvita pour se charger des transports et voies de communication. Julien Paloukou, par contre, quitte l'industrie au profit de Louis Kabamba pour aller au ministère du Commerce extérieur. Jean-Lucien Boussa aura désormais la signature du portefeuille de l'État. Aimé Sakombi Molendo se décharge des affaires foncières au détriment d'Akasia Bandoubola qui signe son comeback au gouvernement Tuluka souminois. Pour celui des hydrocarbures, et Didier Boudimou s'en va au sport en remplacement de François Kaboulo, Mwana Kaboulo. Sont reconduits à leur poste le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katemboué, à la fonction publique Jean-Pierre Liaou, Madame Ève Bazaïba conserve le ministère de l'Environnement, Alexis Guissaro toujours aux ITPR et Guy Luandomboyo à l'aménagement du territoire ainsi qu'Augustin Kibasa Maliba, ministre des Pétentique fusionné à celui du ministère du numérique. L'on signale aussi que Didier Mazenga reste donc à la coopération régionale et Sami Adoubango demeure vice-ministre à la Défense nationale. Parmi les ministres délégués, l'on note la présence de Stéphanie Mbombo, ministre près le ministre de l'Environnement, Didier Tenguetelito, ministre près l'urbanisme et habitat, ainsi que Bestine Kazadi aux affaires étrangères. Face à cette équipe, les Congolais ne jurent que par la promesse du chef de l'État sur la gestion du pays, je cite, de ne pas retomber sur les erreurs du passé. Pour que ce nouvel exécutif puisse prendre ses fonctions, il devra obtenir l'approbation de l'Assemblée nationale par une majorité absolue lors de la présentation du discours-programme du gouvernement Judith Souminois-Tuluka. Publication du gouvernement souminois, on en parle encore. La population congolaise attend les résultats palpables qui vont répondre à leurs déshydratats. Nos reporters Sarah Atundu, Richard Selio ont recueilli pour vous ces propos. Suivez. Plusieurs défis attendent l'équipe gouvernementale qui va devoir accompagner la première ministre Judith Souminois-Tuluka. C'est entre autres la vie sociale qui devient de plus en plus difficile pour le petit peuple, l'inflation du taux de dollar sur le marché, le panier de la ménagère difficile à tenir, le taux de chômage élevé, l'insécurité urbaine qui bat son plein, la guerre à l'Est. La liste n'est pas exhaustive. La population quinoise a présenté ses attentes à l'occasion de la publication de ce nouveau gouvernement tant attendu. Le pays vraiment, donc ça ne va pas. Et comme la femme est maintenant le Premier ministre, vraiment je suis fier. Parce que la femme,
aiment vraiment la fierté. Elles doivent vraiment travailler. Je suis d'abord très content. Et tout fait que moi je peux demander au gouvernement, il y a des défis que le gouvernement de Mama Toulouka doit prendre en charge. Premier défi, nous avons la guerre à l'est de la République. Une guerre qui a tant duré, une guerre qui a fait perdre beaucoup de Congolais. Ça c'est un élément. Un autre élément, c'est la vie sociale de la population. Mais tout ce que nous demandons à la dame, c'est de donner une différence. Nous comptons sur vous, puis nous disons merci au président de la République. Ce qu'il a d'abord fait à la madame ministre, c'est qu'ils ont accepté que les femmes soient aussi avec eux. C'est ça notre souhait, c'est ça notre combat. Il n'y a pas encore le temps à perdre. Ils doivent se mettre vite au travail parce que le peuple souffre vraiment. Le peuple souffre, nous on attend les résultats. Espérons que le gouvernement souminois répondra aux desiderata de la population après avoir pris connaissance de ce qui l'attend. Il est parmi les rares ministres qui a travaillé au gouvernement Sama 1 et 2 et maintenant au gouvernement souminois. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, est maintenu à son poste pour la 3e fois. Découvrons son parcours élogé. Nommé pour la première fois ministre de la Communication et Médias au gouvernement Sama 1, Patrick Mouyaya a apporté un changement de narratif aux Warriors en améliorant l'image de marque du pays à l'échelle internationale à travers une communication institutionnelle stratégique. En sa qualité de porte-parole, il s'est évertué à narrer l'histoire de la RDC autrement, c'est-à-dire en prônant le côté positif de l'histoire du pays. Ensuite, au cours de son second mandat au gouvernement Sama 2, Patrick Mouyaya était sur tous les fronts médiatiques pour dénoncer l'agression rwandaise via le M23. Il n'a cessé de multiplier des sorties médiatiques pour débouter les ennemis de la RDC. Sous sa direction, Bendele Ekweate, une campagne lancée pour apporter le soutien et réconfort aux FRDC qui se battent pour défendre les couleurs du pays. Il a initié les briefings hebdomadaires, rendez-vous avec les professionnels de médias pour apporter l'éclairage sur tous les sujets d'actualité débattus lors du Conseil de ministres. À côté, le briefing presse reste ses rendez-vous où ses collègues ministres viennent s'expliquer devant la presse car redevabilité oblige, a-t-il souvent l'habitude de dire. L'homme du changement de narratif s'est vu décerner un trophée par des professionnels de médias pour avoir réussi avec brio l'organisation de la visite papale. À cette occasion, le ministre Patrick Mouyaya avait mis à la disposition des professionnels de médias un centre des médias digne de ses noms. Le ministre congolais de la Communication et Médias a été plébiscité par le sondage Le Point pour ses nombreuses réalisations. Il s'agit notamment de la modernisation de la RTNC, la mise en place de la loi Mouyaya, l'organisation des États généraux de la communication. Les députés nationaux se souviennent aussi de son apport à la Chambre basse du Parlement. À cette époque, en tant que député national, Patrick Mouyaya a contribué à la sensibilisation de la population afin de lutter contre la Covid-19. Initiative parlementaire du G13, co-rédacteur de la loi électorale baptisée Loi Lokondo. Modification du code de travail en ce qui concerne les femmes enceintes. Aussitôt nommé au gouvernement souminois, l'homme du changement de narratif n'a pas manqué de remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Grand merci au président de la République et la première ministre pour cette marque de confiance. Au service de la patrie avec plus d'intelligence, d'engagement et de détermination. L'histoire continue, peut-on lire sur son compte X. Plusieurs défis attendent le ministre Mouyaya, estime le professionnel de médias. Il s'agit notamment de la viabilité des entreprises de presse en garantissant la subvention des entreprises de presse car c'est le plus grand défi pour sortir le secteur de la précarité. Il y a aussi l'organisation du congrès de l'UNPC, la poursuite de la salubrité du paysage médiatique qui passera par le rétablissement de l'ordre dans la corporation de journalistes, la dépénalisation des délits de presse, la poursuite de la modernisation des infrastructures de la RTNC dans les provinces, la coordination dans la communication du gouvernement et autres. Fructueux mandat au porte-parole du gouvernement pour ses 3e mandats, souhaite
plusieurs professionnels de médias sur leurs réseaux sociaux. Le ministère de la Communication et Médias et les sociétés SNEL et la Régie des eaux sont en pourparlers sur le comment incorporer la redevance de la RTNC dans les factures de ces deux sociétés. Images et commentaires. Autour de cette table, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, son directeur de cabinet, Nicolas Lianza, d'une part, et de l'autre côté, le directeur général adjoint de la Régie des eaux et le directeur de cabinet du directeur général de la SNEL. Les deux parties discutent autour de comment incorporer la redevance de la RTNC dans les factures de la SNEL et Régie des eaux. Au sortir de l'audience, le directeur général adjoint de la Régie des eaux fait le point. C'est en rapport avec la redevance des appareils radio-télévision. Cela fait suite à la communication du gouvernement parce qu'on devrait quand même se rassurer à quand est-ce que cette redevance devrait être appliquée sur les factures de la Régie des eaux et de la SNEL. Nous avons rassuré son Excellence que les commissions sont en train de travailler, commission Régie des eaux RTNC, la SNEL RTNC, pour la mise en application de cette redevance. C'est la redevance pour tous ceux qui ont des radios et des télévisions. Ils doivent payer une redevance pour aider la RTNC à continuer les services. Présent à cette audience, le directeur de cabinet du ministre de la Communication explique. Dans cette redevance, parmi les partenaires de taille, existe la Régie des eaux et la SNEL, telle que décrite par la loi sur la redevance ainsi que les différents textes. Et c'est dans ce cadre de partenariat que le dialogue qui avait déjà commencé, il faudrait le dire, que nous félicitons la SNEL. Ce n'est pas que ce dialogue commence aujourd'hui, ça a déjà commencé. Il y a des commissions techniques qui ont été instituées par les différentes autorités de la SNEL, de la RTNC et de la Régie des eaux, et que les pourparlers sont en cours et que nous sommes en phase de finalisation. Nous ne pouvons dire qu'aux agents de la RTNC d'être patients et que la machine est déjà en marche et que nous sommes en train d'arriver à bon port avec des partenaires de taille et sérieux que la SNEL et la Régie des eaux. Ici est de signaler une décision conjointe est attendue dans les jours qui viennent avant de passer à l'étape de la sensibilisation qui aboutira à l'effectivité du prélèvement de cette redevance sur les factures de ces deux sociétés de régie de distribution. D'une audience à une autre, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, s'est entretenu avec les responsables de télédistributeurs opérant en République démocratique du Congo autour de la redevance de la RTNC. C'était en présence du directeur général adjoint de la RTNC qui s'est fait accompagner du directeur de la redevance de cette chaîne publique. Images et commentaires. Après avoir échangé avec les sociétés SNEL et la Régie des eaux sur la redevance de la RTNC, c'était le tour des responsables des télédistributeurs opérant en République démocratique du Congo. Les représentants de Canal+, Mediasat, Primsat et BlueSat ont accepté de se conformer à l'initiative du chef de l'État pour l'application effective de la loi instituant la redevance en République démocratique du Congo au profit de la RTNC. À l'issue de l'audience, le directeur de cabinet du ministre de la Communication s'est exprimé en ces termes. Il s'agissait de poursuivre les contacts qui avaient déjà commencé avec les télédistributeurs et la radio-télévision nationale congolaise, parce qu'il faudrait dire que la loi sur la redevance existe, mais il y a certaines choses à revoir en ce qui concerne les mesures d'application. C'est pour cela que nous avons entamé ces différents contacts pour que cela puisse être fait de belle manière, pour ne pas asphyxier les partenaires qui sont les télédistributeurs, mais aussi pour permettre à ce que cette perception soit véritablement effective. La réunion s'est très bien passée, les pourparlers continuent, un rapport sera fait pour permettre à ce que, enfin, le ministre puisse transmettre son rapport à qui de droit, c'est-à-dire au président de la République. Ces référents à la 135e réunion du Conseil des ministres, tenue le jeudi 16 mai 2024 à la Cité de l'Union africaine, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, s'active avec toutes les parties concernées sur les dossiers redevance RTNC
pour présenter un rapport complet au président de la République lors de la première réunion du Conseil des ministres du gouvernement souminois. Changeons de chapitre à présent. Les ministères de l'Éducation, en collaboration avec l'UNESCO, met à jour les différents outils programmatiques et pédagogiques relatifs à l'éducation à la vie familiale et à la scolarisation de filles de manière spécifique. Cette activité s'est déroulée au cercle Elaïs à Gombe. Les détails avec Laetitia Massela. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme 03, l'UNESCO soutient les efforts du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté à travers sa direction de l'éducation à la vie courante afin d'actualiser des documents pédagogiques. Il s'agit donc du programme national du niveau primaire et secondaire de la stratégie nationale des scolarisations de filles, les 12 manuels de l'élève ainsi que les 3 guides de l'enseignant et autres outils pédagogiques. Tels sont les documents qui seront mis en œuvre pour ces programmes. Hilaire Yogo de la DVC explique. Ces activités entrent dans la ligne de compte post-signature de l'engagement des pays de l'Ouest et du Centre. Un accent particulier a été mis sur la mise en œuvre des programmes et des politiques sur l'information et l'éducation. À son tour, le représentant de l'UNESCO en République démocratique du Congo, Saes Berento, parle du programme de l'éducation à la vie familiale en République démocratique du Congo. L'école joue un rôle important dans l'éducation à la citoyenneté. Il est donc légitime que les contenus d'enseignement et les pratiques pédagogiques soit une préoccupation majeure des citoyens et des responsables politiques. Choisir un programme scolaire, sélectionner parmi les savoirs, savoir-être, savoir-vivre ensemble et savoir-faire, n'est donc pas un choix anodin. Au contraire, ce choix concerne l'ensemble de la société et traduit un programme scolaire, les objectifs de formation citoyenne qu'elle se donne. À l'ouverture de cet atelier, le directeur général de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Mukenge Bakina Mathieu, a rappelé à l'assistance étant dynamique, le ministère a tenu de faire la mise à jour du programme sur l'éducation à la vie afin de répondre aux évolutions actuelles. Les adolescents et jeunes constituent la cible principale du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Mais cette catégorie de la population fait face à plusieurs défis auxquels le gouvernement congolais, à travers son ministère en charge de l'éducation, devait apporter des réponses adéquate, étant donné que pour l'État congolais, pour le gouvernement congolais, la jeunesse d'aujourd'hui est l'avenir de notre nation. Ici est de rappeler que pendant 3 jours, les participants à cet atelier vont procéder à la lecture de documents actualisés en vue d'identification de nouvelles donnes. Suite à la non-convocation des plénières à l'Assemblée provinciale de Kinshasa par manque de financement, certains détracteurs voudraient déstabiliser le nouveau président de cet organe délibérant, Lévi Mbuta, à travers une motion de défiance. À ce sujet, la presse de l'Assemblée provinciale de Kinshasa fixe l'opinion dans cet élément. Élu président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa depuis le 21 avril 2024, Lévi Mbuta Sangou-Pamba est victime d'un complot et d'une campagne de diabolisation. Son sérieux et son dévouement pour l'intérêt des Quinoises et Quinois dérangent déjà ces détracteurs qui ne savent plus à quel sens se vouer si ce n'est dans les attaques en dessous de la ceinture. Ces personnes animées par la haine font circuler des informations sur les réseaux sociaux sur une soi-disant motion de défiance qui viserait le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta Sangou-Pamba, suite à la non-convocation des plénières. Dans cette lancée, les ennemis des speakers de la PK racontent un échec cuisant par l'harmonie et la parfaite collaboration qui règne entre Lévi Mbuta et les élus provinciaux
n'est plus à démontrer. Il y a aussi lieu de souligner que la non-convocation de plénière est due au manque de financement de l'exécutif provincial, qui est d'ailleurs sortant. Bon travail aux serviteurs du peuple, l'honorable président de la PK, Lévi Mbuta Sangupamba, les grands océans. Identification des véhicules en circulation en République démocratique du Congo, on en parle encore. Bientôt, les volets jaunes considérés actuellement comme un document de bord valable sera remplacé par une nouvelle carte rose. Annonce faite par la Direction des études statistiques et communication de la DGI. C'était au cours d'une réunion qui s'est tenue à l'hôtel des impôts à Gombe. Bienvenue Kaïba. Selon l'expert de la Direction générale des impôts, ces volets jaunes considérés comme un document de bord valable sera remplacé par une nouvelle carte rose qui sera remise gratuitement aux propriétaires de véhicules. C'est à condition de faire la demande en ligne et scanner un document d'identité via cette adresse. www.dgi-immatriculation.cd. Mais il faut aussi remplir les critères suivants. Avoir des documents de dédouanement de véhicules, avoir une police d'assurance en cours de validité et un numéro d'impôt. L'orateur du jour a souligné que la demande de l'obtention du numéro d'impôt gratuit sera faite en ligne et après avoir scanné un document d'identité via cette même adresse. www.dgi-immatriculation.cd. Signalons que les propriétaires de véhicules qui seront butés par des difficultés d'utiliser les logiciels de la DGI doivent contacter leur assureur habituel. Il s'est tenu le mercredi 29 mai une réunion d'évaluation de la table ronde qui avait réuni les investisseurs français et acteurs de la RDC lors du récent voyage officiel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en France. Cette initiative respecte l'un des 6 objectifs du second mandat du président, à savoir poursuivre la diversification de l'économie et renforcer sa compétitivité. Images et commentaires. L'heure est à l'évaluation pour le bureau du conseiller spécial en charge des ressources extérieures et suivi des projets Joe Dumbi. Un mois jour pour jour après la table ronde sur les affaires et les investissements entre la France et la RDC, organisée en collaboration avec le mouvement des entreprises de France, en marge de la visite officielle du président Tshisekedi à Paris. Durant ce forum, le chef de l'État a tenu à rassurer les investisseurs français sur le bon climat des affaires au Congo. C'est le chef lui-même qui dit qu'il faut éviter les erreurs du passé. Quand on fait quelque chose, il faut s'assurer que les résolutions qu'on a prises sont bien mises en œuvre et que les objectifs qu'on s'est assignés, on arrive à les atteindre. Donc la réunion d'aujourd'hui est une réunion d'évaluation. Qu'est-ce qu'on a fait à Paris? Qu'est-ce que le chef a fait à Paris? Qu'est-ce qui a été dit qu'on devait faire et qui doit le faire? Et à partir de quel moment on pourra considérer que les objectifs sont atteints en ce qui concerne cette volonté commune entre les deux États, la France et la République démocratique du Congo. Lors de son mot de bienvenue, le conseiller Ndumbi a insisté sur l'importance de créer une spirale économique dans les secteurs des minerais stratégiques, d'énergie, des infrastructures et des villes durables, secteurs clés en RDC, où les entreprises françaises sont conviées à investir et à collaborer avec les entreprises congolaises. On a mis en place en plénière ici une petite cellule qui sera composée de représentants de chaque structure, n'est-ce pas? Il y aura un représentant et un backup en cas d'absence. Donc ils sont chargés dans un premier temps de nous dresser d'abord des termes de référence, de comment on va faire les suivis et évaluations, de mettre aussi en place une feuille de route, une matrice d'évaluation dans les différents progrès quand on va traverser chaque jalon. Et c'est sur base de ça qu'ensemble on va faire des analyses pour pouvoir prendre des orientations s'il faut le faire, pour pouvoir mieux accompagner nos entreprises privées s'il faut le faire. Toutes les parties prenantes du secteur public et privé présentes lors de ce forum à Paris ont pu échanger et partager leur avis lors de cette réunion d'évaluation en vue d'établir la suite de la collaboration France-RDC. On veut mettre une plateforme avec des réseautages avec le BPI France. Donc il y a autant d'instruments que nous pouvons utiliser pour renforcer le savoir-faire
savoir-faire congolais, c'est important, de la contribution des investissements français. Reste plus qu'à l'équipe du conseiller spécial de mettre en œuvre les différentes recommandations recueillies ce jour et sa feuille de route en suivant la dynamique du gouvernement de Judith Souminois, nouvellement formé. Comment les écoles à Kinshasa se préparent pour accueillir l'examen national des fins d'études primaires ENAFEP édition 2023-2024 prévu du 3 au 4 juin prochain? Nos reporters Sarah Atundu et Richard Célio ont parcouru quelques écoles de la capitale. La fin des études primaires est sanctionnée par un titre obtenu à l'issue d'un test organisé par le ministère des tutelles. Il s'agit de l'examen national de fin d'études primaires, ENAFEP en sigle, jadis TENAFEP, qui constitue l'évaluation ultime qui amène les élèves du primaire au niveau supérieur. Le calendrier scolaire 2023-2024, signé et rendu public le 27 avril 2023, a fixé la période de ces examens du 3 au 4 juin 2024. Quelques encadreurs des écoles visitées de la capitale, ils s'y prennent pour préparer les élèves finalistes pour ces épreuves. Les élèves rencontrés sur terrain se disent prêts à affronter ces examens, signalant que la participation à l'ENAFEP dans toutes les écoles, publiques que privées, est gratuite. Le gouvernement de la République a pris en charge tous les frais de participation pour cet examen depuis l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Prolongeons l'actualité à travers les journaux parus ce jeudi dans la capitale, revue de presse sélectionnée par Raphaël Kibambé. Bienvenue dans cette revue de presse. Ouvrant le bal avec l'agence congolaise de presse qui parle des 5 chantiers prioritaires du gouvernement siminois. Selon le tabloïd, du sommet de Mongaliema, siège de l'institution président de la République démocratique du Congo, la fumée blanche tant attendue s'est dégagée la nuit du mardi au mercredi, annonçant ainsi la venue du gouvernement Judith Souminois 2 mois après sa nomination. Constituée de 54 membres, l'équipe gouvernementale souminois est globalement équilibrée et a suffisamment de compétences pour remplir la mission lui confiée. Le reflet de la rupture attendue est perspectible, même si elle reste néanmoins à consolider. En dépit du retard accumulé, le gouvernement devrait rapidement se mettre au travail afin de répondre aux attentes de la population. Parmi celles-ci, on peut citer notamment l'amélioration de la situation sécuritaire, la diversification de l'économie nationale et l'accès aux besoins sociaux de base se traduisant ainsi au terme d'eau, électricité, soins de santé et l'éducation des enfants, la création de l'emploi et la protection du pouvoir d'achat de ménages, la stabilisation de la monnaie et le renforcement de l'efficacité du service public sont à ajouter pour compléter les édits besoins. Pendant ce temps, le gouvernement siminois sera investi le 15 juin prochain, à en croire le potentiel. Après la publication du gouvernement siminois, la Chambre basse du Parlement se dit prête à investir la nouvelle le 15 juin 2024 avant la clôture de la session ordinaire, annonce le président de cette institution, Vital Kamerhe. Ce dernier a souhaité un excellent mandat aux personnes nommées en les invitant à travailler pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Le président du bureau définitif de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a présidé mercredi sa toute première séance plénière. Toutefois, cela n'a duré que 40 minutes. C'était une occasion de rappeler aux députés nationaux la nécessité d'aborder toutes les matières avant la clôture de cette session ordinaire. Et pour terminer cette revue de presse, Forum des As parle de la nouvelle élection du gouverneur et vice-gouverneur fixée au 7 juin prochain. Dans le Congo central, la Commission électorale nationale indépendante vient de fixer un nouveau chronogramme opérationnel du scrutin à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Congo central, se faisant suite à l'arrêt du Conseil d'État du 24 mai, ordonnant ainsi l'organisation d'un nouveau scrutin. Dans un communiqué rendu public hier mercredi, la centrale électorale a fixé le chronogramme opérationnel de la dite élection de la manière suivante. La campagne électorale est de 3 jours, elle est fixée du 3 au 5 juin et l'élection proprement dite et la proclamation des résultats provisoires par la CENI sont fixés au 7 juin. La Commission électorale nationale indépendante invite donc à l'occasion les députés provinciaux, les candidats gouverneurs et vice-gouverneurs, ainsi que les différentes parties prenantes à ce processus électoral à se préparer pour que cette nouvelle élection se déroule d'une manière apaisée
transparente et juste. Et voilà, c'est tout pour cette sélection des journaux. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.